On est sur le bord de la rivière Belle, sur la terre familiale où on a grandi. Virginia est née au Rapide des Cèdres, c'est à peu près à 70 km en aval de la rivière ici. Mais depuis 1958, on a grandi ici, où c'est que on est présentement. On était une grosse famille de 10 enfants, puis on a eu bien du fun ici. Virginia est une personne très généreuse. Elle a été choyée par la vie. Elle a eu un talent inné. Elle a travaillé fort pour l'améliorer, c'est sûr. Mais tout le mérite lui revient. Oui, absolument. Puis une des photos, là, quand on parle de culture, il y a une image, là, toutes les aînés, mais elle, Virginia, est encore dans un Tikinagan, un porte-bébé, là. Puis là-dessus, il y a ses parents, il y a mes parents, puis admettons, si tu veux, les premiers autochtones là, qui sont arrivés à Sainte-Terre, là, fait que elle, tu vois, elle est dans un Tikinagan, fait que c'était une belle photo là, de Virginia, là. Puis le fait d'être dans un Tikinagan, un enfant qui a une vision du monde en étant bébé, sa première année de vie, en étant dans la position debout, à côté sur un arbre, il apprend toutes les choses de la vie à l'endroit. Il n'est pas couché. Il est debout déjà. Fait que ça, Virginia a connu ça, elle a vécu ça. Fait que ça l'a sûrement pas nuit à sa vision du monde, là. Puis dans son art. Louis avait bâti un atelier pour Virginia pour faire ses tableaux, la peinture, là, où c'est qu'elle travaillait. C'est-tu qu'elle rencontre les autres, qu'elle parle dans ses livres? Là, puis, Caribou au clair de lune. Je bois le thé du Labrador. Je le cueille ici, sur la butte rocheuse de mon Abitibi natale, qui ne nourrira plus les caribous sous ses clairs de lune. Pour Virginia, c'est vraiment dans sa culture de donner aux êtres qui nous entourent, les éléments de la nature, les êtres humains, les animaux, une certaine énergie vitale qui interagissent. Donc, c'est un monde un peu de spiritualité animiste. Dans Ours Bleu, c'est sûr que c'est le milieu de sa famille. Donc, c'est la description du mode de vie autochtone. L'Amant du Lac, c'est la même chose. C'est la recherche dans le territoire de nos racines, de ce qui nous constitue. Et dans L'Enfant Hiver, ben là, c'est vraiment les émotions humaines, le deuil, mais avec cette spiritualité particulière, propre aux communautés autochtones, aux membres des communautés autochtones. Alors, Virginia est métisse, de père blanc, de mère cri. Alors, ça marque sa façon de penser, sa sensibilité. L'équinoxe de mes années piétine sur des sentiers boueux. Doute en mon cœur automne, en mon cœur solitude. Un été révolu se souvient de ses roses, des pétales des jours, au gré des tempêtes, des orages. Fermer les yeux, rêver aux prairies, au silence de la peau. Se répand au matin l'arôme du premier café bu en silence, le meilleur, celui qui redonne vie. Regardez la guerrière, insoumise et rebelle, entendez-la chanter d'une voix gutturale en berçant ses hanches drapées de vent. Sa danse se déploie dans le jardin des aurores boréales. Je te veux vivant,
Cette finale-là, pour moi, elle est vraiment caractéristique de l'énergie de cet artiste-là. Le recueil porte sur deux deuils. La perte d'un enfant, la perte de son fils, et une rupture amoureuse, qui est une autre forme de deuil. Mais la finale du recueil, c'est la guerrière qui continue dans son parcours vital. Merveilleux. La première rencontre remonte à 2006 quand je suis revenu travailler en région et que j'ai commencé à travailler au centre d'exposition de Rouyn-Noranda. Quand on a présenté cette année, en 2020, une rétrospective de l'œuvre de 40 ans de Virginia Bordelot, et puis ben là, ce qui est arrivé, c'est on a pu suivre le parcours sur 40 ans, et là est apparu vraiment que son œuvre était une œuvre d'affirmation, c'est-à-dire que dans la première période, c'est très figuratif et c'est toute sa famille qui est représentée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on voit les conditions de vie qui sont vraiment humbles, mais qui sont affirmées on sent avec amour. Et donc, cette dualité-là entre l'humilité des lieux et l'amour qu'on sent à travers ça, et aussi les scènes de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Quand on en a parlé, elle a dit qu'elle avait été très marquée par Gauguin, qui représentait les femmes autochtones. Donc, elle a repris un peu ce vocabulaire-là pour réaffirmer la beauté des femmes autochtones. Dans l'autre partie, on est plus dans une sorte de bestiaire, en fait, là où c'est tous les animaux totems qui apparaissent sur les toiles en figuration, mais tranquillement, ça se décolle de la figuration, puis ça s'en va vraiment vers une abstraction très éclatante de couleurs. Et là, on arrive beaucoup plus proche de la vision onirique chez les Autochtones, donc le rêve. Et à travers ça, quand on lit les titres, on voit vraiment se manifester tout ce qui compose un bagage culturel que moi je pensais éteint, disparu, mais qui est encore très très présent chez les peuples autochtones là, de l'Abitibi-Témiscamingue. Le danseur bleu. La peau d'ours sur toi, son esprit t'habite, tes jambes sont des racines. En fait, il y avait cette quête d'authenticité qui était très, très forte et qui faisait que les gens se retrouvaient là-dedans. Peu importe si c'était le côté autochtone ou allochtone. Et ça, c'est un des éléments qui est ressorti dans l'exposition de Nikki Wynne, en quoi, justement, il y avait cette volonté-là à transférer ou à passer d'une génération à l'autre, à rapprocher les peuples aussi, qu'ils soient autochtones, allochtones. Puis, elle, dans sa pratique, quand elle a cette pulsion-là, puis que son galliériste lui dit, bien, on préfère que tu fasses encore des œuvres de cette façon-là. Je veux dire, même si elle n'était pas en communauté, même les impératifs commerciaux, à un certain moment donné, il a fallu qu'elle s'affranchisse de cet aspect-là. Et c'est une des raisons pourquoi, entre autres, qu'elle est revenue pratiquer en Abitibi-Témiscamingue. Donc, elle a gardé quand même des bons liens, mais pour qu'elle soit libre dans qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et en ce moment, elle a une troisième phase, si on veut, sans avoir laissé de côté le côté onirique ou plus abstrait, mais là, maintenant, c'est comme si tout le côté hommage est très, très fort. Hommage aux gens qui, peut-être, sont dans le silence, des gens qui sont dans l'ombre, des gens qui ont vécu de l'injustice. Et là, on le voit, et là, elle retourne dans les figuratifs pour aller vers cet élément-là. Mais de qu'est-ce que moi j'ai observé, c'est que sa littérature a été nécessaire pour elle pour garder le côté d'intimité. Donc, tout son côté qui était de sa première phase, tout le côté des gens autour de elle, sa famille, sa communauté, des éléments qui étaient comme plus de l'ordre, disons, là, personnel ou même intime, s'est retrouvé dans sa littérature. Malgré que ça va toucher beaucoup de gens, mais on va le voir, comme par exemple tout le récit par rapport à ses parents, par rapport à son fils. En fait, tous ces éléments-là, on le retrouve beaucoup plus dans sa littérature. Alors que son côté de peinture, tout le côté, en fait, qui est comme, justement, son côté universel, a pris tellement de place
est tellement grand. Il y en a eu quelques éléments plus personnels qui sont revenus, comme par exemple quand elle a fait, parce qu'on parle beaucoup de sa pratique en art visuel, mais plus au niveau pictural, mais elle a fait quand même quelques incursions au niveau de la sculpture, au niveau du land art aussi. Mais dans le côté de la sculpture, comme avec sa collection Les Ours, là on voit son côté un peu plus personnel qui est revenu, mais encore là, le côté universel prend le dessus très rapidement. C'est comme si au niveau de son œuvre, il y a cette quête d'authenticité qui fait qu'il y a quelque chose d'universel qui se transcende quasiment automatique, comparativement à sa littérature où là, vraiment, elle part vers des univers beaucoup plus personnels, plus intimes, même si ça touche beaucoup de monde, mais ça, on le voit moins dans sa peinture. Virginia, c'est une grande artiste que, genre, quand on est dans le milieu, on n'a pas le choix de côtoyer un jour ou l'autre. Hein? Moi, je me souviens aussi de la première fois, c'était un contact avec une de ses œuvres. C'est un tableau d'une aînée qui était dessiné au plomb sur un morceau d'écorce chez Nicole Garceau. Et j'étais complètement fascinée par par la culture. Ma culture, ça venait vraiment me chercher dans mon cœur, tu sais. Ça venait beaucoup me parler. C'est vraiment un beau modèle. C'est quelqu'un qui t'enrichit. C'est une aînée. C'est quelqu'un qui est là pour enrichir tellement de son art. Puis j'ai eu la chance de travailler avec elle aussi à l'atelier chez Willy, ici, avec les aînés, sur le projet qu'elle avait des brodeuses. Alors, on brodait des petits morceaux de tissu, qu'elle en a fait une super exposition. Puis je vais toujours me souvenir aussi de ses réactions quand elle était tellement touchée de voir ces femmes-là, tu sais, de partout, tu sais, de diverses nations qui brodaient leur culture. Tu sais, elle avait vraiment l'impression d'avoir des trésors dans les mains. Tu sais, elle avait tellement de respect pour ça, puis de vivre ce moment-là. Virginia, tu sais, c'est une femme de feu, là, Ishkudekwe. Puis c'est une femme de cœur. Ishkudé, c'est le cœur. Ishkudé, c'est le feu, mais Odemine, c'est le cœur, mais c'est la même chose. Puis oui, c'est revenu vraiment souvent. Ça revient souvent, puis c'est ça qui fait qui donne son essence. J'ai traversé la rue. Tu es sorti d'un hôtel à la peinture défraîchie. Dans la cour arrière clôturée, une tablée de cris, de see you peut-être, abondance de bière. Tu m'as salué « Have a good lunch ». Je t'ai souri, tu étais beau. Plus loin, un restaurant chic. J'y ai mangé tandoori, bu un verre de rouge. Plus tard, en repassant devant l'hôtel, 2 femmes m'ont fait signe de la main. De nouveau, j'ai traversé la rue vers mon îlot de sécurité. L'hôtel propre, confortable, feutré dans lequel tu n'entreras jamais, et pourtant, je suis des vôtres. Quand je pense à Virginia, là, il y a un mot qui me vient, et c'est le mot « force ». Virginia, c'est une force tranquille. Et quelque part, puis elle est là, on la sent qu'elle est là, sans fracas, sans éclat, mais elle est là, on la sent. On sent sa force. Même dans son sourire, on sent sa force. Et on sent sa force partout dans son œuvre. Oui, c'est d'abord la force, la puissance qui se dégage de son œuvre aussi, de ses mots, de ses couleurs, de ses formes. C'est la force des couleurs. La force des couleurs, comme Van Gogh, là, pas aussi tourmenté là, que Van Gogh, là, mais on regarde ces tableaux, là, puis on est traversé par une vague de puissance. L'écriture, bon, on sent la force, mais il y a une douceur. Mais sous ces mots, on sent le frémissement de sa vie, là. Donc, c'est plus intime. On sent la personne, on sent la femme,
la force de cette femme-là qui a traversé une vie, là, ses pleurs, ses douleurs, ses joies, et puis qui nous a donné une œuvre, là. Une œuvre forte, une œuvre immense, puis une vision du monde. Virginia, c'est une vision du monde. Elle a sa vision du monde. Virginia est nécessaire. Elle nous est nécessaire parce qu'on a besoin de ses couleurs, de sa force de vie dans son œuvre. On a besoin de sa puissance. On a besoin surtout de sa vision du monde. Et elle nous est absolument nécessaire. Je crois que dans le monde des arts de l'Abitibi-Témiscamingue, si elle n'était pas là, elle nous manquerait. On a besoin d'elle. On a besoin de sa vision du monde. On a besoin de sa force, de sa puissance, de sa force de vie. Elle a une part d'elle qui est vraiment Cree Eyu, autochtone. Et c'est ça qu'on sent dans son œuvre. Autant dans ses tableaux, sa sculpture, que dans son écriture, aussi dans ses romans, sa poésie, on la sent autochtone. On sent sa vision du monde autochtone, qui vient de sa vie autochtone, de ses origines autochtones. Donc, elle porte un monde en elle. Même si elle vit comme tout le monde. Et c'est ça qui est merveilleux dans le cas de Virginia. Elle vit comme tout le monde, mais elle porte en elle un monde différent qu'elle nous donne dans son œuvre. Virginia, c'est un honneur pour moi de participer à l'hommage que l'on te rend. Et c'est devant une œuvre intitulée L'Écriture que tu as réalisée en 1992 pour la Bibliothèque de Sainte-Terre que je le fais. De Rapide-des-Cèdres jusqu'à Sainte-Terre, ton enfance a été bercée par les flots de la rivière Belle, qu'on appelait autrefois Nodaway. Cette terre, celle des bords de l'eau, sur laquelle tu reviens à l'occasion, pour ta famille ou pour te reconnecter avec ton passé, est marquée de ton empreinte. Cette famille si importante, elle est aussi sainte-terrienne. Cette communauté qui est la tienne est tellement fière de tout ce que tu as accompli, du rayonnement que tu lui apportes et de l'inspiration que tu dégages. Virginia, en mon nom personnel, moi qui suis un ami de toujours de la famille, et au nom de toute une municipalité qui est fière de ce que tu es, et surtout fière de la personne que tu as toujours été, vraie, authentique, félicitations pour une carrière extraordinaire. Et comme le dit si bien ton nom, Pismapio, tu es véritablement un arc-en-ciel. L'hiver et ses esprits. Tu es venu tard à l'heure où la nuit hésite, à la saison où même les esprits d'hiver s'essoufflent à t'attendre. Virginia, je souhaite vraiment que ta carrière d'auteur, ta carrière d'artiste en art visuel continue. Je sais que tu y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais on en a besoin. D'abord, ton œuvre littéraire nous aide à connaître les origines, nos origines, les origines des peuples autochtones que l'histoire du Canada, que l'histoire du Québec nous a pas enseigné. Alors, à travers ton écriture, on apprend sur toi, sur tes origines, sur les origines des peuples qui habitent et qui ont habité avant nous, nos territoires, les territoires. J'espère aussi que tu continues ton écriture parce que tu nous apprends des choses, non seulement sur toute ta communauté, mais sur l'âme humaine. Indépendamment de nos origines ethniques, raciales, c'est à l'humain que tes œuvres s'adressent et je t'en remercie et je souhaite pour nous tous que tu poursuives. Bien, Virginia, je te félicite vraiment pour ce parcours incroyable. Et puis, je te dirais que le plus grand cadeau que tu me fais, c'est ton amitié. Et puis, ça nous a permis de travailler ensemble. Et j'espère que cette collaboration va se poursuivre encore beaucoup d'années. Alors Virginia, mon message pour toi,
C'est en fait un message de mon cœur. J'ai une gratitude infinie pour ta générosité, pour ta résilience et pour tout ce que tu nous donnes. Je dis nous, mais en parlant en fait au monde entier. Chère Virginia, Iskudekwe Kukum, je te souhaite encore de longues années à créer avec ton cœur, avec ton feu, à nous faire vibrer, à comprendre notre culture. Je suis vraiment très heureuse de cet hommage-là qui c'est à ton tour, Adji. C'est à ton tour et prends tout ce qu'on te donne. Zagin. Virginia, tu es importante pour nous. On a besoin de toi. Tu es essentielle pour nous. On a besoin de tes couleurs, on a besoin de tes mots. On a besoin de ta vision du monde. On sait que tu travailles encore. On a encore besoin d'autres couleurs, d'autres formes. On a besoin d'autres ours bleus. On pourrait lui dire beau travail et c'est un beau témoignage de la vie passée puis de la vie à venir. C'est ça. Puis en même temps, viens faire la requête. Puis le canot, il t'attend, là? Le canot t'attend en arrière.